pour le sommaire de ce webinaire. On a beaucoup de choses à vous raconter, donc on va tout de suite passer à la suite en vous proposant un rapide état des lieux sur le sujet de la santé mentale au travail. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que autour de ce concept de santé mentale au travail, il y a beaucoup d'expressions, de termes qui fleurissent. Par exemple, il y a certaines recherches en sciences sociales qui parlent de pénibilité psychosociale. Il y a des structures de conseil comme le cabinet Empreinte Humaine qui parlent de détresse psychologique ou de santé psychologique. Du côté de l'OMS et du Bureau international du travail, on parle de santé mentale au travail. Dans les accords nationaux interprofessionnels, on retrouve des termes comme les risques psychosociaux ou les troubles psychosociaux. Santé publique France nous parle de souffrance psychologique liée au travail. Les approches plutôt en lien avec la physiologie et la médecine parlent de stress. Les psychologues de burn-out et au niveau du réseau Anactaract, on parle de qualité de vie et conditions de travail. Donc, on va voir comment on peut se retrouver dans cette, je vais pas dire jungle, mais dans cette myriade de termes pour essayer de bien cibler de quoi on parle quand on évoque les sujets de santé mentale au travail. Donc un enjeu lexical, un enjeu de terminologie, et puis probablement, d'après ce qu'on peut constater, un enjeu économique et commercial. Quand on fait un peu le tour de l'offre de services des mutuelles sur qui assurent les salariés, on voit que à peu près toutes ont une offre de services sur sujets de santé mentale au travail ou en entreprise ou la santé mentale des collaborateurs. Euh, Quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que en termes d'offres de services en tant que telles, il y a beaucoup d'accompagnement individuel. C'est prioritairement ce qui est affiché quand on fait un peu la moyenne de tout ce qui est proposé, mais ne viennent que en deuxième, troisième, voire quatrième position des choses autour des transformations du travail et des transformations organisationnelles, ce qui semble être, en tout cas de notre côté, un enjeu majeur aujourd'hui sur le sujet de la santé mentale. Et puis en parallèle, il y a tout ce qu'on peut trouver aussi dans le commerce sur ces enjeux de santé mentale, avec des ouvrages, des propositions en termes de développement personnel, d'accompagnement individuel, des offres de conseils plus ou moins sérieuses ou régulées. Donc tout ça, ça participe du paysage de ce qu'est la souffrance au travail et qui pour nous représente peut-être un risque de renvoyer ces enjeux à la responsabilité des individus quant à la gestion de leur propre santé mentale au travail, puisque on est bien dans le cadre du travail avec une obligation de prévention et de proposer des conditions de travail respectueuses par les organisations. Donc voilà un peu le paysage d'un point de vue qualitatif dans lequel s'inscrit le concept de santé mentale au travail aujourd'hui en France. Après, si on fait un état des lieux de comment vont les Français aujourd'hui au travail, on a toute une série de données que Sandrine va illustrer. Oui, ouais. Et ces données, elles vont aussi déterminer finalement les registres d'action qu'on peut choisir dans les entreprises pour justement intervenir sur le travail et sa bonne organisation. Donc, un premier sondage qui a été réalisé par le cabinet Empreinte Humaine avec Opinionway, qui date de mars 2023 et qui nous indique que 74%, donc trois quarts des actifs français, déclare une santé psychologique liée partiellement ou totalement au travail. Donc on ne peut pas
oublier la place du travail dans l'état de santé mentale que les actifs peuvent rencontrer. Une deuxième donnée qui est intéressante, toujours par le sondage qu'a mené Empreinte Humaine avec Opinionway, et comme ce sont des sondages qu'ils ont répétés à plusieurs reprises, dont certains, on était encore en période de pandémie ou fin de pandémie, c'est une donnée qui se maintient dans le temps, le pourcentage de répondants qui expriment une détresse psychologique, alors moyenne ou sévère, mais on voit bien que ce n'est pas un effet passager lié peut-être à un contexte anxiogène qui créerait des craintes chez les salariés, puisque quand on regarde cette évolution, elle continue, cette détresse psychologique, à grimper jusqu'en octobre 2023, où une personne sur deux, quasiment, exprime un état de détresse psychologique moyen à sévère, évidemment, avec différents seuils d'acuité. Euh, Quelque chose qui est aussi important à regarder dans ce sondage, c'est que, on peut faire un lien entre son état de santé mentale et le sens que l'on attribue à son travail, puisque les Français expriment en 2023 avoir, pour une grande majorité, le besoin de trouver ce sens dans leur activité professionnelle en lien avec leur état de santé mentale. Et c'est un élément qui est important puisque on trouve un lien finalement positif entre le turnover et puis l'état de santé mentale. Autrement dit, si mon état de santé mentale est atteint, j'ai 2 à 3 fois plus de raisons, d'intention de quitter mon entreprise. Et dans le contexte économique actuel, avec certains secteurs qui sont en tension, ça veut dire que c'est aussi un élément qu'il faut considérer pour la stabilité des équipes. Si on regarde maintenant un petit peu plus par population, on constate quand même qu'on a quelques populations qui sont plus touchées. Et ben, on constate que les managers expriment de la détresse psychologique et qu'elle augmente au fil du temps, puisque entre mars et octobre 2023, ce chiffre a pris 8 points. Donc on a plus d'un manager sur deux qui exprime une détresse psychologique. Une autre population qui est touchée, et on pourra y revenir tout à l'heure, ce sont les femmes. Les personnes aussi qui ont plus de 60 ans, et puis ce qu'on peut considérer comme quelque chose de pas forcément une bonne nouvelle pour nous, c'est que les moins de 29 ans, c'est-à-dire des jeunes actifs dont on pourrait penser que leur santé mentale, elle est proportionnelle à leur nouveauté sur le marché du travail, à la découverte de leur métier. Eh bien, un jeune actif sur deux, voire plus d'un jeune actif sur deux, se dit aussi en situation de détresse psychologique, et ce chiffre, par contre, est stable dans le temps. Et alors, pour faire un zoom sur certaines populations encore plus précises, on constate que la santé mentale au travail est un élément qui va révéler des inégalités de genre, puisque dans une étude qu'on pourra redétailler un petit peu plus tout à l'heure sur la souffrance psychologique liée au travail, vous avez un petit acronyme là qui est détaillé, on a une forte prévalence par rapport aux hommes de cet état de souffrance psychologique chez les femmes. Et on constate, on va le voir sur la diapositive suivante, que finalement, cette détresse psychologique plus importante chez les femmes, elle est aussi liée à des environnements qui sont peu mixtes, puisqu'il y a un lien entre certains environnements de travail. Le transport, l'entreposage, la construction et l'industrie sont les secteurs où les femmes signalent le plus de détresse, de souffrance psychologique liée au travail. Mais ça n'est pas qu'un effet non plus de la mixité, puisque les hommes sont aussi exposés dans des univers qui sont mixtes, comme l'hôtellerie-restauration, les activités de service. Donc, il y a des secteurs d'activité qui vont surexposer les femmes, et d'autres secteurs qui touchent également les hommes. Quand on regarde maintenant un état des lieux encore plus récent, c'est une étude qui a été menée par AXA. On a 39% des salariés qui disent vivre au moins 5 difficultés dans leur travail, et qui soulignent que finalement, pour aller mieux, ils ont tendance à gérer les problèmes par eux-mêmes,
avec des solutions qui sont celles d'un retrait en matière d'implication, d'une régulation des tâches, en faisant moins, recherchant moins de responsabilités, peut-être en se mettant dans un repli via le télétravail, certains envisageant évidemment de s'arrêter ou de faire une pause finalement dans leur activité. Simplement, ces solutions qu'on va trouver individuellement, elles sont, moins robustes puisque si, un salarié choisit une option, puis un autre choix, puis une autre solution individuellement, ça ne résout pas forcément, les, sources, de ce qui altérerait la santé mentale au travail chez les salariés. Tout l'intérêt, c'est de pouvoir mieux comprendre, ce qui amène les salariés à se retrouver dans ces états-là et c'est l'analyse que va vous proposer Arnaud sur ce sujet. Donc, on voit qu'il y a une dégradation, hein, de la santé mentale au travail. Face à cette dégradation, on peut avoir plusieurs grilles d'analyse ou de compréhension. Une des premières, ça va être d'essayer d'expliquer ou de comprendre tout ça par les grandes transformations actuelles du travail et puis aussi les évolutions des Français au travail avec des changements sociodémographiques significatifs, avec plus d'aidants familiaux, donc qui doivent combiner une charge mentale liée à leur statut et puis tout en travaillant. Il y a plus de familles monoparentales, donc avec des contraintes aussi de gestion et de charge mentale sur le foyer et l'activité professionnelle. Il y a un vieillissement de la population, peut-être avec des personnes qui se sentent moins capables de travailler jusqu'à la fin de leur carrière, ce qui peut générer une forme de tension ou d'insécurité. On retrouve aussi une complexification des formes de travail. Alors, on a l'habitude de parler d'hybridation. Nous, dans le réseau, on met les hybridations au pluriel. Il y a l'hybridation des temps de travail avec euh, le travail asynchrone. On ne travaille pas forcément tout le temps en même temps que ses collègues. Il y a l'hybridation des espaces qu'on connaît bien aujourd'hui avec le télétravail ou l'alternance de travail au bureau ou de travail à domicile. Il y a aussi l'alternance des types de contrats. Aujourd'hui, dans une entreprise, on doit faire cohabiter des personnes en CDD, en CDI, peut-être des auto-entrepreneurs, des intérimaires, etc. Donc, ça a tendance à généraliser, complexifier la relation au travail. Et puis, il y a l'hybridation des formes d'intelligence avec l'articulation de son travail, peut-être demain avec l'intelligence artificielle. Donc, tout ça dans un contexte avec beaucoup d'informations, une densification, une complexification du travail, expliquerait cette recrudescence de phénomènes de souffrance psychique liés au travail. Alors, c'est une approche, une grille de lecture assez générale. Il y en a d'autres qui proposent des éclairages vraiment plus précis. Et là, ça renvoie un petit peu à ce que Sandrine évoquait tout à l'heure par rapport au sondage AXA sur le fait que les gens se débrouillent seuls face à leur souffrance au travail et par rapport à ce qui peut faire difficulté dans le travail. Par exemple, Christophe Dejour nous dit que c'est pas du tout ce qu'on a vu précédemment qui explique que les gens souffrent plus au travail, c'est que toutes les dispositions RH d'entretien individuel, d'évaluation individuelle, a tendance à isoler les gens cette individualisation fait qu'il y a moins de coopération, moins de collaboration et moins la possibilité de faire face collectivement ce qui peut faire difficulté dans le travail. Et c'est du point de vue de Christophe Dejour ce qui expliquerait la majeure partie des situations de souffrance au travail. Voilà, c'est un éclairage parmi d'autres.
Euh, il y a aussi parmi ces grilles d'analyse les principaux facteurs identifiés par l'OMS qui expliqueraient la dégradation de la santé mentale. Je pense qu'on vous adressera le diaporama. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, hein, la sous-utilisation des compétences, les horaires prolongés, le manque de marge de manœuvre, des conditions de travail dangereuses ou pénibles. Donc, tout ça serait un facteur d'explication de l'accroissement des pathologies de souffrance au travail. Donc, nous, on n'a pas forcément arrêté un modèle en particulier, mais on voit qu'il y a plusieurs modèles qui sont, en tout cas, à l'origine ou à l'explication de ces difficultés de souffrance au travail. Ce constat s'inscrit aussi évidemment dans ce que les entreprises ont pu ou n'ont pas pu mettre en œuvre pour prévenir les risques psychosociaux ou gérer les risques psychosociaux. Et sur le sujet, je propose de laisser la parole à Jean-Christophe Vuatou de l'IAE de Poitiers, qui est enseignant-chercheur en sciences de gestion et qui va nous donner son éclairage sur voilà, qu'est-ce que ont donné ou pas les démarches actuelles de prévention des risques psychosociaux. Merci beaucoup Arnaud. Je suis effectivement enseignant-chercheur en gestion, donc je ne suis pas un spécialiste de la santé en tant que tel, comme on peut le dire, mais néanmoins, le prisme ou ma porte d'entrée est celle du travail du gestionnaire qui souhaite s'emparer depuis un certain nombre d'années de cette question euh, en contrôle de gestion sociale, de savoir comment on peut gérer la souffrance au travail, ces questions de risques psychosociaux. La gestion du risque est un classique dans le domaine de la gestion, et donc les gestionnaires se sont emparés de cette question il y a quelques années. Nous avons aujourd'hui suffisamment de recul pour poser un un diagnostic, un bilan sur les choses qui ont été mises en place par la gestion, et globalement, on peut considérer que ce bilan n'est pas forcément satisfaisant. Sur la diapo suivante, effectivement, si on s'intéresse aux échos du terrain, on se rend compte que il y a une forme de recrudescence de sollicitations sur RPS, mais globalement, voilà, on le voit d'un point de vue gestionnaire, les RPS sont devenus la première cause d'arrêt de travail dans les organisations après les maladies ordinaires, et on peut se demander vraiment comment expliquer ce paradoxe, à savoir pourquoi, avec tout ce qu'on a pu mettre en place depuis, on va reprendre depuis 2008 le fil, euh, pour s'intéresser à cette question, pour la gérer et pour, on va le dire comme ça, résoudre un problème qui se pose au manager, on arrive à ce paradoxe d'explosion des RPS. La question est-elle, est-ce que c'est conjoncturel? Parce qu'on a eu, comme ça a été évoqué avant, d'énormes changements dans le monde du travail, un impact fort de la crise Covid, de l'explosion du télétravail. Ou est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est inhérent à la représentation qu'on peut avoir du travail et à l'organisation? Alors, voilà, on pensait le problème réglé, on voit qu'on s'est trompé. Le point de départ, c'est vraiment l'affaire emblématique de Orange France Télécom, toujours sur la diapo d'avant. Euh, la gestion d'un problème, comme je l'ai évoqué, a, a sérieusement, comment dire, questionné les ressources humaines, mais pas que, hein, les gestionnaires dans leur ensemble pour se dire quelle méthode on va déplacer. Et ce qui s'est passé, c'est que les risques psychosociaux s'appellent des risques déjà à la base, et donc on a utilisé les outils de la gestion du risque pour piloter les risques psychosociaux. Donc ça, à partir du moment où on a un risque à piloter, ça génère, on l'a vu, des nouveaux business autour de cette gestion du risque. On a beaucoup de cabinets RH qui sont devenus des spécialistes de gestion des RPS. Euh, et le contexte qui avait été politico-médiatique à l'époque, si je me replace dans le cadre de France Télécom, qui avait créé un grand émoi, mais il n'y avait pas que cette affaire, a poussé les organisations à une obligation d'affichage. Et donc, on a vu effectivement cette question être saisie par de nombreux acteurs de l'organisation et qui gravitent autour de ces questions, avec une forme d'obligation d'affichage des bonnes pratiques. Et donc pour cela, des dispositifs qui ont pu être mis en place avaient
pour principal objectif, dans la plupart du temps, de montrer que l'organisation était active dans ses démarches de prise en compte. Il y a toujours une question de bonne foi, hein. L'idée, c'est pas de remettre en cause la volonté des dirigeants dans l'idée de bien faire, de bien gérer la santé mentale. C'est pas mon propos. Mais c'est vraiment de dire que là, le cadre dans lequel on était à l'époque était de se dire, il y a un problème, il est psychosocial, il est à la fois dans la sphère privée, mais la sphère organisationnelle. Est-ce que l'organisation a fait sa part concernant cette question? Et donc, comme il n'y avait pas de définition, et ça sera aussi un peu l'objet de cette présentation, d'arriver à poser un cadre définitionnel, c'est-à-dire que par rapport aux nouvelles obligations, comment je peux y répondre? Eh bien, chacun a choisi sa solution, comme il n'y avait pas de cadre définitionnel, et là, on a pu constater que globalement, il y a eu de choix de méthodes les plus simples à mettre en œuvre, les plus faciles pour obtenir des résultats et communiquer dessus, et donc afficher des éléments. Donc on a vu autour de ces questions de santé au travail, de santé psychosociale, apparaître beaucoup de réponses qui étaient centrées vers l'individu. Ça a fait ça a entraîné beaucoup de communication critique sur le sujet, avec les mises en place de baby-foot, de tickets psy, de baromètres peut-être des fois un peu simplistes. Le Chief Happiness Officer étant souvent l'emblème. Ah, on a un petit souci. On n'entend plus Jean-Christophe, il est figé. Mmh. J'ai l'impression que c'est de son côté. Oui, parce que... Alors, est-ce qu'il va revenir avec nous? Aïe, aïe, aïe. Les aléas du direct. Peut-être en attendant, il y avait des questions sur le chat. Est-ce que, Sandrine, tu les as notées, enfin vues? Il y a plusieurs questions sur les statistiques qui seraient des statistiques sectorielles. Vous aurez en fait les références des études qui sont citées. Donc, vous pourrez aller zoomer sur certaines données qui vous intéressent plus. J'ai vu aussi que quelqu'un avait partagé une répartition, un graphique que je n'ai pas grossi, mais il y a aussi de l'échange entre vous et c'est très bien comme ça. Et y avait-il une autre question? Il y avait une question sur connaissez-vous la part des répondants salariés agricoles? Enfin, j'imagine que c'est ta réponse, Oui, oui, et c'est des pour données dans la fonction publique. voilà, le secteur sanitaire et social. On va voir tout à l'heure quelques données complémentaires, mais On peut vous dire pourrez sur prendre. le secteur agricole, c'est que la MSA, les MSA, Mutualité sociale agricole, produisent un volume de données assez important et des repères assez clairs sur la santé mentale au travail des agriculteurs, alors exploitants et salariés agricoles. Donc, on a à la fois les, les impacts sur des dirigeants d'exploitation et puis également sur des salariés. Est-ce Euh, que tu as des nouvelles de Jean-Christophe, Arnaud? Je lui envoie un petit message peut-être. oui. Peut-être nous, on peut cheminer un tout petit peu. Oui, le temps qu'il se reconnecte. Et puis évoquer, on peut d'ores et déjà commencer à évoquer ce qu'on pourrait poser comme définition de la santé mentale au travail. Je te laisse poursuivre, Sandrine. Alors, c'est important finalement de définir cette notion parce que comme aujourd'hui on en entend beaucoup parler, mais justement avec une définition qui n'est pas forcément posée, ça peut engager différentes formes d'action, parfois opportunes et parfois peut-être moins. Et puis les données nous invitent aussi à considérer que c'est quand même un enjeu de société finalement de s'intéresser à la question de la santé mentale au travail en particulier. Et donc, l'idée, c'est d'abord de cerner un peu l'objet, de voir comment on peut
le qualifier par quelle manifestation, par quel processus, pour ensuite essayer de poser une définition un petit peu plus claire. Alors, on a sur les tentatives de définition, d'abord une partie proposée par la psychodynamique du travail, qui laisserait penser que le travail peut être une souffrance autant qu'un plaisir. D'ailleurs, l'étymologie du mot travail n'est pas forcément celle qui a été longtemps médiatisée et qui renverrait à la souffrance via l'étymologie de Tripalium, mais plutôt une autre étymologie qui viserait à dire que le travail, c'est un passage et une transformation avec le préfixe traps, donc qui pourrait dire que certes, il y a un effort à produire, mais qu'il peut aussi y avoir un dépassement. Et c'est ce que renvoie ce petit schéma que tu peux nous commenter peut-être, Arnaud, sur le modèle de psychodynamique du travail? Oui, ce qui est particulier avec l'approche psychodynamique du travail, c'est que on va tendance à avoir à penser que ce qui va poser problème dans le travail, c'est pas forcément l'effort, comme on dit, le ponos engagé dans le travail, ce qui nous résiste, ce qui est compliqué, ce qui est pénible, ce qui parfois exige une petite forme de souffrance, hein, qui engage l'énergie du corps et de l'esprit. C'est pas vraiment ça le problème. Le problème, ça va être quel destin on donne à cet effort. Alors, il y a une forme de destin positif quand l'effort qu'on a produit eh ben, donne un résultat, est utile, est visible, permet aussi de se dire que bah, on a fait du bon boulot, qu'on a travaillé bah, en respectant un petit peu les règles du métier. Et donc, tout ça, si c'est vu, reconnu par les bénéficiaires, le patient, le manager, le chef de service, le client, eh ben, tout cet effort qu'on a engagé, bah, ma foi, il est sublimé et puis il va participer d'un renforcement de l'estime de soi. Donc, cet effort, voilà, va être transformé en estime de soi. Ensuite, par contre, si cet effort n'est vu par personne, qu'il n'est pas reconnu, qu'il n'est pas valorisé, qu'on a senti le sentiment d'avoir fait du mauvais travail, que, on n'a pas respecté vraiment les règles du métier, que, on n'a pas produit ce qu'on avait à produire, ben, cet effort, il est un petit peu perdu et c'est ce qui va générer derrière des formes de santé mentale au travail dégradée. C'est tout cet effort qui n'a pas servi à grand-chose ou n'a pas servi à s'épanouir pleinement. Donc, c'est ce qu'on appellera ensuite les destins pathogènes de la souffrance. On peut en évoquer un certain nombre. Ce qui est bien, c'est que, on a une cartographie aujourd'hui, grâce à la psychodynamique du travail, assez claire des différents effets que cette sublimation empêchée peut générer. On a les pathologies de l'ennui, euh, ou avec des manifestations comme ce qu'on appelle aujourd'hui le bar-out, le quiet quitting, de la fatigue, du désintérêt, de la démotivation. On a les pathologies de la peur qui vont générer de l'anxiété, du stress chronique, des stratégies d'évitement, des stratégies de défense. Voilà, quand on est acculé, quand on a la crainte de ne pas atteindre ses objectifs, toutes ces pathologies en lien avec la peur vont générer un tableau clinique. Euh, Sont pointées aussi les formes de déni de reconnaissance quand le travail n'est pas vu ou n'est pas reconnu. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui nous interpellent sur la question de la reconnaissance au travail. Et là, cette forme de pathologie va s'exprimer via une perte de sens, perte d'estime de soi, peut-être dans certains environnements de la maltraitance, de l'épuisement professionnel
du syndrome dépressif, voire une démission partielle pour essayer d'aller chercher de la reconnaissance dans une autre activité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'installent en marge de leur activité salariée sur d'autres activités, justement pour aller chercher cette forme de reconnaissance. Il y a aussi une forme de pathologie qui va nous occuper sur la fin de la matinée, puisqu'on anime un autre webinaire sur le sujet, c'est la question de la souffrance éthique. Alors, dans la continuité de la crise Covid, on en a beaucoup parlé de cette question de la perte de sens. Aujourd'hui, on est encore en train de se questionner sur comment redonner du sens au travail. Et là, ça va s'exprimer via ce qu'on appelle le burn-out, le slashing, l'acrasie qui correspond au fait de ne pas pouvoir réaliser son travail tel qu'on l'aurait imaginé dans l'idéal. Donc, toute cette question de la souffrance éthique et du sens au travail constitue aussi le tableau des pathologies du travail. Ce que Christophe Dejour pointe aussi comme étant particulièrement significatif dans le monde moderne du travail, ce sont les pathologies de l'isolement, notamment voilà, avec l'individualisation de la gestion des ressources humaines, et puis peut-être renforcée par des situations d'isolement géographique liées au télétravail qui vont générer derrière un sentiment de persécution et puis parfois des syndromes dépressifs. Des pathologies qui sont aujourd'hui bien connues et identifiées depuis les années 70 avec le burn-out qu'on appelle aussi en japonais karoshi et tout ce qui va constituer les syndromes d'épuisement professionnel. Peut-être Arnaud, comme Jean-Christophe est revenu, on peut rebasculer en arrière et lui redonner la parole sur la base de la question qui nous a été posée dans la zone de chat, à savoir, vous étiez en train de nous parler des Chief Happiness Officer. Quelle conclusion peut-on tirer sur ce sujet-là? Je suis vraiment confus. J'avais pourtant testé ma connexion. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis connecté avec mon téléphone pour la suite de cette présentation. Merci. Donc, ce que j'expliquais, c'est que dans le fil de construction de la réponse à la question qui était celle de la santé mentale, au fait, la santé mentale au travail, ou cette perte de santé, on a mis un ensemble de dispositifs qui étaient assez centrés sur l'individu et qui a permis aux organisations de communiquer sur des réponses apportées par les organisations. Donc, en partie, dédouaner les organisations de cette obligation en disant que c'est un risque géré, un problème traité. Mais dans les faits, non. Euh, Parce que les outils qui ont été choisis avaient l'avantage de pouvoir être rapidement déployés, mais se sont concentrés principalement sur des dimensions assez individuelles. C'est-à-dire qu'on s'est plus centré sur les effets délétères de la santé ou les risques, sans vraiment se poser la question des facteurs organisationnels qui ont été précisés tout à l'heure dans la première partie de cette présentation. Donc, on a des outils gestionnaires, somme toute, assez simples à mettre en œuvre, qui ont eu plusieurs d'effets pervers. Tout d'abord, en mettant en lumière certaines dimensions des RPS, eh bien, on en a invisibilisé d'autres, mais on a surtout invisibilisé des personnes en souffrance dans les organisations. Euh, Ça a permis de, en partie, considérer le problème comme réglé, je l'ai dit, donc ça a créé une forme de découplage entre l'affichage extérieur qui pouvait être fait par les organisations et les réalités intérieures. C'est très visible au milieu des années 2010, vers 2015-14, on trouve des communications dans les rapports sociaux euh, qui parlent du bon climat social retrouvé, des choses qui vont bien au niveau de la santé mentale, et de l'autre côté, des remontées du terrain par les syndicats ou les représentations de salariés qui montrent clairement que les choses sont les mêmes, voire se sont dégradées. Donc il y a vraiment ce problème de communication. Donc ce découplage, on appelle ça du great washing, en parallèle du greenwashing qui existe pour la partie environnementale, pose aujourd'hui vraiment question. Alors si on regarde sur la diapo suivante, euh,
Sur les résultats, sur ces 15 années de choses mises en place, on voit bien, on parle de santé mentale, donc on a presque placé la question au niveau de l'individu, alors qu'on était vraiment sur une interaction entre l'individu et le social, le psychosocial, qui a été un peu perdu de vue et qui n'a pas vraiment permis de poser la question de l'organisation du travail. L'organisation, c'est le travail organisé, le travail collectif organisé, et la façon dont il est pensé, qui est, si on regarde les facteurs de risque, clairement à l'origine de la majeure partie des risques psychosociaux. Donc, avec un contexte de travail, des changements externes assez forts, hein, la montée de l'incertitude face à l'avenir, cette notion de changement permanent avec cette phrase qu'on entend souvent, sortir de sa zone de confort, par exemple. Le, il y a une forme de gestionnarisation qui s'est accrue dans les organisations avec de plus en plus de reporting dans toutes les organisations. Euh, et on arrive à ce constat où on n'a jamais autant parlé des RPS. Et pourtant, et pourtant donc les éléments qui peuvent expliquer cette situation d'échec, euh, euh, dans les remontées de terrain, on a quelque chose qui est surprenant de certaines personnes qui considèrent que l'arrivée du concept même de RPS a fait naître la maladie. Donc, d'où l'interrogation, c'est parce on parle on peut le déplacer ailleurs. Hein. Est-ce que c'est le fait de parler d'agression sexuelle qui fait que les agressions sexuelles ont augmenté? J'en suis pas convaincu. Et de l'autre côté, le fait de parler de maladie, ça pose le problème dans un autre périmètre que celui même de l'organisation. Donc, il y a encore beaucoup de difficultés aujourd'hui à questionner l'organisation. Alors, ça peut être un problème de démarche. Effectivement, là, on a d'abord cette question de la temporalité, comme ici affiché. J'essaie de me le mettre sur mon écran pour le commenter en parallèle. Effectivement, quand on lance une enquête sur ces questions-là, les gens s'en ouvrent facilement et attendent des réponses. Et c'est souvent trop long à mettre en œuvre. Il y a une temporalité qui peut poser souci. Euh, on a la question des facteurs de risque qui se posent à plusieurs niveaux. Et la, qui mérite de questionner l'organisation, et l'organisation telle qu'elle est pensée n'est pas forcément prête à le mettre en œuvre. Au contraire, on le voit dans les organisations publiques aujourd'hui, avec le New Public Management qui s'intensifie toujours, avoir plutôt une tendance à la hausse des RPS. Euh, et la difficulté de gérer un problème qu'on voudrait collectif alors qu'il est souvent très individualisé. Et ça, voilà, c'est aussi un autre élément qui peut poser souci. Et comment imaginer que la direction puisse s'emparer d'un problème dans lequel elle peut possiblement être potentiellement responsable. Donc de nombreuses questions aujourd'hui se posent dans les méthodologies, les démarches qui sont mises en place pour faire face à ces questions de gestion des RPS. Mais c'est même à un niveau supérieur, je dirais, sur la diapo suivante, on peut considérer que c'est un problème de nature quasiment ontologique. En effet, on a abordé la question en gestion comme étant euh, une question du rapport entre le travail et l'organisation du travail. Mais on a réduit finalement l'humain à la simple dimension d'une force de travail, un objet qu'on doit piloter, un facteur de production. Et c'est ce qu'on peut questionner aujourd'hui, c'est de par cette relation qui finalement a laissé de côté toute la dimension extra-patrimoniale de l'humain, le fait de ne pas prendre en compte ses sensibilités, ses particularités, ses trajectoires de vie, ses aspirations, qui font que finalement, on a mis de côté la plus grande partie de ce qui caractérise chacun et chacune des travailleurs, et ce qui peut-être peut expliquer le fait qu'on, dans les organisations, on n'arrive pas à faire face. Donc la question est de à se poser, c'est reprendre finalement à un niveau ontologique la relation entre le travailleur et l'organisation, et non plus l'intégrer dans une relation contractuelle dans laquelle on essaie de trouver un mode de fonctionnement sur lequel on va pouvoir standardiser et normaliser les choses, mais dans une approche relationnelle où on peut considérer qu'on est dans un dialogue plus fréquent pour élargir le spectre des réalités des risques psychosociaux. Euh, Quelques mots pour finir cette présentation. Il y a une vraie urgence aujourd'hui dans les organisations à repenser la relation au travail.
son organisation et sa régulation. Parce on est vraiment bousculé par le calendrier aujourd'hui de la RSE, que ce soit sociale et environnementale. On a évidemment les accords de Paris qui obligent à de fortes mutations des organisations aujourd'hui, mais en parallèle, on a des programmes comme la CSRD. Alors c'est très loin de nos questions ici, mais la question du reporting en double matérialité demande de repenser la manière de la relation qu'on a avec l'environnement et avec l'humain. Et il y a une fenêtre de tir actuellement dont il faut, je pense, s'emparer pour aligner les questions avec les questions d'un autre ordre, je parle de ceux de la RSE. Donc on parle aujourd'hui de double matérialité, de mesures d'impact. On le voit beaucoup au niveau environnemental, mais dans RSE, il y a le S de social à ne pas perdre de vue. Et là, c'est une opportunité, vraiment, je pense, à ce niveau-là. Voilà. Je finis avec mon propos. Vous avez quelques références très brèves sur ces questions qui animent beaucoup la recherche chez les gestionnaires. Oui, Merci merci. beaucoup, Jean-Christophe. Donc, on peut reprendre le fil de ce qu'on avait mis pour combler un peu l'absence. Peut-être L'absence. juste répondre à, pardon, excuse-moi, répondre à une Oui, question sur les données au niveau de la fonction publique. Ce qu'on peut vous dire, c'est que, bon, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez des sources comme la DARES qui vous permettront d'avoir une analyse sectorielle et que dans la demande sociale, on constate bien que la fonction publique n'est pas épargnée par les questions de santé mentale au travail. Mais ça, je ne pense pas qu'on dévoile grand-chose en disant qu'on est sollicité aussi par ces établissements-là. Donc on reprend le chemin de la définition après avoir vu comment la psychodynamique pouvait nous permettre de comprendre les pathologies et les effets. Peut-être vous partagez une étude qui a été menée, une étude épidémiologique qui a été menée avec les médecins du travail, qui sont l'un des principaux euh, compteur, on va dire, des troubles qui apparaissent en lien avec le travail. Et donc une étude menée entre 2013 et 2019 qui permet d'avoir une visibilité pour les femmes et pour les hommes des troubles qui se manifestent en lien avec le travail. Et donc, souligne le fait que, puisque cette étude elle a été menée partout en France, qu'elle concerne des données agrégées de plusieurs services de santé au travail dans plusieurs années, que ces statistiques ne sont pas isolées et le fruit uniquement de certains services de santé. Et dans cette étude, il y a quelque chose d'intéressant qui révèle que finalement, on peut faire des liens entre la nature des troubles qu'évoque le salarié ou la salariée rencontrée et les modèles, les organisations dans lesquelles ils sont plongés. Et donc, les médecins du travail qui ont contribué à cette étude estiment que le trouble anxieux et dépressif se manifeste plutôt dans des questions de sous ou de surcharge et dans un soutien social insuffisant. Les questions d'épuisement professionnel sont souvent liées à des questions de management. Les troubles du sommeil sont plutôt liés aux questions d'exigence de l'activité et les questions de stress post-traumatique plutôt liées aux questions de violence d'une manière générale et au management délétère également. Donc une étude dont vous trouverez les références et qui nous invite aussi à nous questionner sur comment fonctionne notre cerveau face aux exigences du travail, au management, au soutien social que nous avons ou pas dans notre quotidien. Vous avez une étude très intéressante de Jean-Claude Marquier et Anne Jolivet qui parle des questions, des liens en fait qu'on peut entretenir entre notre santé cognitive, en fait, nos fonctions de mémoire, de planification, d'anticipation, de vigilance partagée entre plusieurs activités et la santé. Alors bien sûr, notre cerveau n'a pas fondamentalement changé depuis plusieurs décennies, voire plusieurs millions d'années. Nous avons les mêmes fonctions cognitives depuis fort, fort longtemps. Mais par contre, ce que les études montrent, c'est que nos fonctions cognitives peuvent être stimulées, entretenues, lorsque l'environnement de travail présente certaines caractéristiques.
Notamment, cette étude révèle la question de la complexité du travail. Il y a des complexités qui sont tout à fait stimulantes et qui vont permettre au cerveau de continuer à fonctionner et à se stimuler, et des complexités de tâches où un stress excessif va venir obérer en fait ses capacités cognitives. Ce Donc, stress, il peut être... Vas-y. peut-être en complément, on vous invite vraiment à aller regarder du côté de cette étude. Et puis, on voit aussi les impacts délétères du travail sur les capacités cognitives. Mais ces impacts négatifs ne sont pas irréversibles. Par exemple, ces chercheurs ont travaillé sur les capacités cognitives des personnes qui travaillent de manière postée la nuit. Ils ont constaté une dégradation des capacités cognitives, mais en repassant en travail de jour, ces capacités sont revenues à la normale ou à ce qu'elles étaient auparavant. Donc, il y a vraiment un processus dynamique qui s'installe, qui s'instaure entre le travail et puis la santé cognitive des individus. Ce qui veut dire que finalement, nous sommes toujours sur le versant uniquement strictement pathologique, et on peut s'intéresser à ce qu'on a qualifié d'état de malaise diffus. Alors, on n'a pas encore franchi le cap de la pathologie et éventuellement l'arrêt de travail qui pourrait aller avec, mais quand on manque de sens, qu'on a une démotivation passagère, qu'on n'est plus forcément en accord avec la stratégie de l'entreprise, mais qu'on ne le dit pas forcément, que quand on participe à des réunions ou à des entretiens annuels ou des briefs, des briefs individuels, on n'y trouve pas forcément les réponses dont on a besoin. On peut constater que les personnes vont adopter des stratégies, de mettre à temps partiel, de s'arrêter ponctuellement, d'être un peu en retrait. Et donc, ça veut dire qu'il y a un état frontière. On n'a pas voulu qualifier d'état limite parce qu'il est défini en psychopathologie, un état de malaise diffus. Si on regarde les statistiques sur cet état de malaise diffus, il s'inscrit dans la fameuse étude dont on a déjà parlé, AXA, qui a été menée en mars 2024. On constate que les personnes peuvent être en état d'épanouissement ou de bien-être pour 33 et 36% respectivement, mais que ce malaise diffus, qu'AXA appelle languissant, il est de 21% chez les répondants. Et puis, des personnes qui disent être en difficulté pour 10%, donc les deux cumulés, avec un seuil d'alerte différent, selon qu'on est déjà en détresse psychologique avec une altération des facultés psychosociales, ou quand on ne se sent pas bien, tout simplement, sans forcément être à ce seuil de détresse psychologique. Donc, il y a différents seuils qui peuvent inviter finalement à différentes modalités pour soutenir la santé mentale ou la restaurer dans l'organisation du travail. Ce qui nous amène à une tentative de définition à partir des éléments qu'on a pu partager avec vous, définition qui va générer derrière des modalités d'action plus particulières. Alors, l'Organisation mondiale de la santé s'est déjà posé ces questions-là. Elle a déjà une définition de la santé tout court, et elle en a aussi une de la santé mentale, puisque dans la population mondiale, finalement, santé mentale et travail sont étroitement liés. On a aussi vu dans les statistiques nationales que les 3/4 de la population estiment avoir un lien direct entre le travail et leur état de santé mentale dans l'enquête d'empreinte humaine. Ce qui est important de se dire, c'est que l'absence de santé mentale ne se limite pas à une absence de problème de santé mentale, que c'est plutôt un état de bien-être mental qui permet à chacun, face au stress de la vie, de réaliser son potentiel, de bien apprendre, de bien travailler et de contribuer à sa communauté. Et cette définition, elle nous amène à pouvoir euh, envisager d'autres registres d'action. Si on regarde ce que l'Organisation mondiale de la santé propose comme registre d'action, bon, bien sûr, il y a le registre de la prévention des problèmes de santé mentale
liées au travail, notamment par la gestion des risques psychosociaux, mais il y a aussi des questions de promotion de la santé mentale qui vont permettre aux actifs de bien vivre dans leur quotidien, d'aider les travailleurs qui sont déjà en souffrance et la création d'un environnement favorable avec des actions plus transversales qui s'appuient justement sur le management, l'inclusion, la participation pleine et entière des salariés dans le quotidien et puis les registres, la RSE dont parlait Jean-Christophe tout à l'heure. Vous pourrez regarder plus dans le détail, même si la diapositive est un peu chargée, mais on trouve aussi dans les données du Bureau international du travail des registres d'actions qui valorisent à la fois des interventions sur l'organisation, sur les managers, sur les travailleurs bien sûr, et des interventions individuelles. Donc 4 registres d'actions qui ne sont pas exclusifs, qui se complètent et qui permettent de se dire qu'on va pouvoir s'emparer de manière diverse des questions de santé mentale au travail. Finalement, ça nous amène à nous dire qu'on peut parler de santé mentale au travail, mais qu'on peut aussi parler de santé mentale et du travail, puisque le travail peut nous permettre de détecter des altérations, donc on est plutôt sur un registre pathogène, et on peut détecter des altérations qui sont directement liées au travail, mais on peut aussi détecter des situations qui sont liées à un environnement extérieur, que le travail peut nous préserver si on met en place des véritables démarches de prévention. Et puis, on peut, au regard de cette définition que propose l'OMS, aussi se dire que le travail peut assurer un registre plus salutogène, plus constructif. Et là, on est plutôt sur les logiques de qualité du travail, de restauration du pouvoir d'agir. On reviendra tout à l'heure sur la notion de santé communautaire et du travail comme lieu de soutien, c'est-à-dire que, par exemple, le travail peut permettre à des personnes éloignées de l'emploi par l'insertion, par l'activité économique, de retrouver un sens, une place dans la société. On peut aussi se dire que le travail permettrait d'inclure des personnes qui ont des altérations, un handicap psychique ou des troubles, et que c'est possible de travailler avec ces personnes-là, voire même que ça favorise d'autres façons d'agir. Ce qui nous amène, Arnaud, à cette petite modélisation. Oui, en tout cas, les constats qui sont faits dans le monde de la recherche sur euh, les limites peut-être des démarches de prévention des risques psychosociaux, les choses qui sont posées par l'OMS en termes de définition de la santé mentale et puis comment elle se joue dans le monde du travail, tout ça nous enjoint à élargir notre périmètre d'action et à re-questionner les interactions entre les organisations de travail et les individus de manière un petit peu plus large. Donc, sur un registre plus qui serait celui de la souffrance, bien sûr, il faut continuer de creuser le sillon de la prévention des risques psychosociaux. C'est une obligation et c'est indispensable pour structurer des démarches. Mais il faut aussi peut-être compléter ces démarches en allant voir de ce qui peut relever du presque accident ou de la presque souffrance du côté des insatisfactions, notamment en lien avec la souffrance, la perte de sens et puis toutes les attentes modernes vis-à-vis du travail. Euh, et puis regarder de ce qu'on peut proposer. On y reviendra tout à l'heure sur les méthodologies qu'on a commencé à élaborer et à tester sur des logiques de prévention intégrée, c'est-à-dire traiter les difficultés ou les situations de problème, non plus en chambre, en milieu en comité de pilotage, redécoupé en facteurs de risque, mais voilà, essayer de trouver des solutions pour proposer des démarches de prévention intégrées directement dans l'activité. Et puis, sur le registre plutôt salutogène de la qualité de vie au travail, réfléchir comment le travail peut être constructeur de santé, comment on va proposer aux personnes de développer leurs compétences en les exposant à des nouvelles situations qui vont permettre de l'apprentissage. Euh,
Il y a aussi le travail comme lieu de prévention, bien sûr, sur la prévention du registre de la santé de manière un petit peu plus large, et puis tout ce qui va concerner l'inclusion de personnes atteintes de troubles. Donc, tout cela nous conduit à proposer une définition qui est bien sûr évolutive, qui est celle qui guide un peu aujourd'hui notre action, mais qui n'est pas gravée dans le marbre, et où on pourrait se dire que la santé mentale au travail se définit par l'ensemble des interactions entre un état de bien-être mental et social, celui des actifs, et puis des organisations de travail. Et de dire que ces interactions peuvent être parfois pathogènes, parfois salutogènes, mais que c'est toujours un processus dynamique dans lequel les individus sont acteurs et que les entreprises aussi ont leur rôle à jouer et que on a, comme le disait en introduction Sandrine, une seule santé mentale. On n'a pas la santé mentale qu'on a chez soi et puis la santé mentale qu'on a au travail. C'est poreux entre les deux, bien évidemment. Peut-être juste compléter aussi cette notion de processus dynamique. Vous avez bien tous constaté dans votre quotidien que la santé mentale, elle n'est pas stable dans le temps, elle varie, et elle varie en fonction d'un certain nombre de paramètres, et qu'il est tout à fait légitime d'avoir des creux sur ce registre-là comme sur d'autres registres, mais que pour autant, elle évolue dans le temps et elle peut se restaurer, ce qui donne une vision plus constructive des actions qu'on peut mener dans le monde du travail sur ce registre-là. Et puis préciser, voilà, pour donner un caractère très concret à tout ça, c'est de dire que pour nous, une situation d'une entreprise du bâtiment avec 5 personnes, dont un collaborateur qui quitte l'entreprise pour aller chez un concurrent installé 10 km plus loin pour le même salaire parce que l'ambiance n'est pas terrible. Pour nous, c'est un enjeu de santé mentale au travail et que ça fait partie des choses à travailler pour demain. On peut du coup se poser la question de comment la santé mentale au travail peut être un véritable enjeu organisationnel avec des actions de prise en charge, d'analyse et de construction. En faisant le pari que derrière une situation individuelle, peut-être il y a le besoin d'aller questionner une situation plus collective. Ce n'est pas parce qu'une personne manifeste une difficulté que les autres ne le vivent pas. Simplement, au moment où elle la manifeste, les autres ne l'ont peut-être pas forcément encore évoqué. Ça renvoie aussi à la question d'un maintien en emploi collectif, finalement, en se disant si j'arrive à traiter à partir de cette situation individuelle qui peut être un bon alerteur pour moi, même si le curseur est faible, même si le signal est faible, je peux restaurer ou développer des modalités qui vont rendre le collectif plus robuste, plus efficace dans son travail. J'aurais travaillé à maintenir une santé mentale collective et à prévenir finalement l'usure qui pourrait se faire jour dans mes collectifs de travail à plus long terme. Pour travailler sur ce sujet-là, ça veut dire que on part de deux présupposés, deux fondamentaux pour nous. C'est se concentrer sur l'organisation et le travail au centre du processus et non pas demander aux individus de faire face seuls avec leurs propres ressources. Et puis, ben, forcément, d'outiller ces organisations pour qu'elles sachent choisir quel registre elles ont à traiter, pouvoir en discuter ensemble et agir concrètement sur les différents registres qu'on a pu vous présenter juste avant. Et donc, on va, à ce titre-là, venir vous présenter plusieurs expérimentations stabilisées ou en cours de réalisation sur comment on peut agir sur le risque de la santé mentale de différentes manières.
Alors, une des premières expérimentations qu'on a menées pour opérer, je dirais non pas forcément un pas de côté vis-à-vis des risques psychosociaux, mais pouvoir proposer des démarches où il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas traitées ou pas aussi rapidement traitées par des logiques de démarches assez structurées de prévention des risques psychosociaux, ça a été de proposer ce qu'on appelle le management des tensions organisationnelles. Vous avez une note très complète à télécharger sur le site de la RACT Nouvelle-Aquitaine sur le détail de cette méthode où on se dit que bah, les tensions au travail, c'est normal, ça fait partie du quotidien. On l'a vu, hein, le travail, c'est ce qui nous résiste, c'est une part d'imprévu. Et, mais par contre, c'est peut-être important de s'en discuter, d'en discuter ensemble et de poser les choses sur la base du constat aussi que beaucoup de tensions émerger dans des contextes où un service méconnaissant l'activité d'un autre service va plutôt dire que euh, cet autre service dysfonctionne, voire agit de manière intentionnellement négative, alors que c'est juste par méconnaissance mutuelle des activités. Donc, on a proposé une méthode où on ne réalise pas de diagnostic. C'est souvent dans des contextes où les entreprises ont déjà travaillé sur les risques psychosociaux, où elles n'ont pas réussi à franchir le pas, ou en tout cas à réguler les problèmes du travail de manière embarquée. Donc, il y a la volonté de dire qu'on ne va pas faire de diagnostic parce que vous savez aussi bien que nous qu'il y a des problèmes dans le travail et que euh, on se met en situation bah, de les résoudre de manière assez rapide. Donc, on fait l'économie du diagnostic pour rentrer directement dans la description de l'activité et la mise à plat de l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Alors pour ça, on utilise un logigramme d'activité. Donc on réunit l'ensemble ou des représentants de l'ensemble des différents services. Donc c'est des schémas qui peuvent être très longs et très compliqués et qu'on peut par contre détailler par sous-processus, mais on se parle de l'activité non pas théorique, mais de l'activité telle qu'elle se passe concrètement. Et on fait le constat que quand on déploie cette méthode, on met à jour des différences de perception et des différences de pratique dès les 2 premières minutes de l'exercice, où un collaborateur va avoir tendance à croire que ben, l'appel du client va aller à un endroit alors que le collègue pense que c'est redirigé à un autre. Et très rapidement, on arrive à pointer des choses à clarifier dans l'organisation et on se rend compte que ce n'est pas de la volonté de nuire d'un service ou d'un manager, mais c'est juste que on n'avait pas mis au clair un certain nombre de sujets. Donc, cet exercice du logigramme d'activité a vocation à mettre à plat l'ensemble de l'activité de l'entreprise, de l'appel du client ou du patient jusqu'à la livraison d'un produit ou à la guérison du patient et son retour au domicile. Donc, on met à plat l'ensemble de l'activité pour clarifier les nœuds. Et ensuite, sur un principe d'enquête, pour chacun des irritants, on constitue des équipes qui vont aller dans l'atelier, au bureau des méthodes, à la rencontre des collègues qui détiennent des informations sur bah, pourquoi ce problème survient, quel coût il représente pour l'entreprise
Et à l'issue de tout ça, on met en place des dispositifs d'amélioration ou de résolution des problèmes. Donc on voit bien qu'avec cette méthode, on ne repasse pas par la case diagnostic. On se met d'accord sur le fait qu'il y a des problèmes, des tensions. Ensuite, on met à plat l'activité et on rentre directement dans une phase de résolution des problèmes avec quelque chose qui est assez significatif en termes de constat quand on déploie cette méthode, c'est qu'il y a une profonde méconnaissance du travail des collègues et parfois même une peur d'aller demander à des collègues qu'est-ce que tu fais dans ton activité, même si ça me concerne, j'ai peur de te déranger et de te poser la question de ce que tu fais. Donc, c'est aussi pour décloisonner et arriver à vaincre cette individualisation qui, aujourd'hui, est à la source de beaucoup de tensions et de difficultés. Donc, on voit bien que là, on a quelque chose qui est différent de la démarche de prévention des risques psychosociaux, pas de diagnostic. On rentre directement dans le processus de compréhension du travail et on va résoudre les problèmes sur le terrain tout de suite avec les équipes. Donc, les deux peuvent parfaitement être complémentaires par contre. Une autre approche qui valorise le lien entre santé mentale et travail, c'est une expérimentation qui va débuter avec notre partenaire Premier Secours en santé mentale France, qui développe des formations de sauveteurs secouristes en santé mentale. Alors, cette formation, elle a prioritairement une vocation citoyenne et elle vise à déstigmatiser la question du handicap psychique pour éviter finalement l'enfermement des personnes qui souffrent de handicap psychique, de troubles, dans des boucles de soins, c'est-à-dire que moins on va me soutenir précocement et moins on va détecter précocement que je commence à ne pas très bien aller, plus je vais aller sur un registre de la médicalisation, éventuellement de la prise en charge dans des univers fermés, quand on est, quand on arrive jusqu'à la question de l'hospitalisation, et avoir beaucoup de difficultés à m'en sortir. Donc finalement, c'est une question d'inclusion aussi et de santé publique. Alors, ce module, il est au départ à vocation citoyenne, il ne se déploie pas spécifiquement en entreprise, mais il y a certaines entreprises qui se sont saisies en fait de ce module pour avoir des sauveteurs secouristes en santé mentale au sein de leurs équipes. Cette démarche, elle est intéressante parce que elle contribue à l'approche citoyenne et voilà, à placer l'entreprise comme acteur au niveau sociétal. Et nous, on propose d'accompagner en fait ces communautés de sauveteurs secouristes parce que on fait, comme on l'a montré tout à l'heure, l'hypothèse que parfois, lorsque la personne, quand Josette craque dans son bureau parce que, voilà, quand elle s'exprime avec une difficulté manifestement et que c'est pendant le temps de travail, si le sauveteur secouriste vient vers elle, elle va peut-être lui raconter des choses de différents ordres. Peut-être elle va lui raconter des choses qui ont trait à sa vie personnelle, voilà, à son statut, je sais pas, de famille monoparentale, au fait que en ce moment elle a des difficultés avec son ado, et puis en même temps elle va peut-être dire que de toute façon elle a une charge de travail depuis bien longtemps très importante et que là avec tout ce qui se passe autour d'elle, elle n'arrive plus à faire face, et qu'elle n'arrive plus à en parler avec son voisin de bureau Bernard parce que elle a peur après que ça crée des tensions. Donc ces sauveteurs secouristes vont entendre beaucoup de choses, des choses qui peuvent être du registre de la sphère privée, qu'il faut bien circonscrire et pour lesquelles il faut respecter un certain nombre de règles éthiques aussi, et en même temps peut-être entendre des indices sur comment le travail se déroule. Et donc notre objectif dans cette expérimentation, c'est de permettre, au travers de situations individuelles, tout en respectant le secret médical et le respect de la vie privée, d'embarquer les questions du travail et finalement les aléas que ça pourrait révéler dans le fonctionnement collectif et dans l'organisation. Donc, à partir de ces situations individuelles, d'envisager des actions d'amélioration collective dans notre travail futur. Ça s'inscrit aussi dans un contexte où
On constate qu'il y a une forte tendance à la psychologisation et à l'individualisation des problèmes que rencontrent les personnes, y compris au travail. Donc ça, c'est le premier constat. Après, le postulat, c'est que tous les problèmes individuels au travail ne sont pas forcément tous liés au travail. Mais par contre, ce qu'on pose, c'est que ça mérite quand même de se poser la question s'il n'y a pas quelque chose en lien avec le travail et la possibilité de l'améliorer dans l'intérêt de tous par la suite. Donc, c'est vraiment la philosophie de cette approche. Une autre façon d'accompagner les entreprises, mais elles se recoupent les unes les autres, c'est de mettre en discussion et de faciliter la structuration des espaces de discussion sur le travail dans une structure. On a plusieurs interventions sur ce registre-là qui, partant d'un constat de troubles psychosociaux et d'alertes plus ou moins sévères, on réinstaure en fait des espaces où on va pouvoir réguler le travail ensemble. Alors là, on vous a mis juste des exemples d'outils, tout ça tout simplement pour dire que pour que la conversation se passe afin de réguler les tensions, il faut bien sûr qu'elle soit outillée, qu'il y ait des éléments pour discuter ensemble. Donc là, vous avez des exemples de jeux qui permettent de faire des diagnostics partagés au sein des équipes sur la charge de travail, la QVT. Il y en a un qui est en cours de construction sur le dialogue professionnel et le dialogue social. C'est juste pour signaler qu'à partir du moment où on organise la discussion sur les difficultés qui se font jour dans le quotidien, les personnes peuvent s'exprimer dans un cadre sécurisé et prendre des décisions et trouver des compromis sur les choses qui posent problème dans leur quotidien. Donc, la restauration ou l'instauration d'espaces de discussion sur le travail, ça rejoint cette notion de santé communautaire. Cette santé communautaire, elle vise à dire que finalement, dans un groupe, dans une collectivité, qu'elle soit géographique ou sociale, on peut réfléchir en commun sur des problèmes de santé, sur l'identification de qu'est-ce qui vient altérer la santé, jusqu'à la mise en place, la participation à la mise en place d'actions, d'activités pour répondre aux besoins de cette communauté. Donc, ça veut dire que en structurant des espaces où on peut discuter des tensions de l'organisation, des problèmes, des aléas qu'on rencontre dans le quotidien, on peut se tourner vers cette notion de santé communautaire. A-t-on le temps? Oui, de parler d'une autre façon de prévenir les violences qui peuvent être en dehors de l'entreprise et de donner à l'employeur un rôle actif et constructif en matière de santé publique. Pour ça, on vous propose de partager cette vidéo du site Milieu de travail allié contre la violence conjugale. On verra derrière ce qu'en France, on peut dire sur ce sujet-là. La violence conjugale a des impacts importants dans les milieux de travail. Là, vous vous dites, ben voyons donc, ce qui se passe chez le monde, on n'est jamais bien au courant de tout ça, là. Sauf chez Lisa Minnelli. Elle a fait faire sa cuisine, j'ai tout vu ça l'autre jour. Très, très bon. Plusieurs études démontrent clairement que la violence conjugale se poursuit en milieu de travail, passé le seuil de la maison. Ça peut se manifester de toutes sortes de façons. Des petits signes, des petits changements de comportement, un conjoint qui appelle sans arrêt, une collègue qui se replie graduellement sur elle-même, qui est plus aussi efficace qu'avant, qui semble sur ses gardes. Des petites affaires. Mais au fond de vous, là, vous savez, hein, on a toute une petite voix, plus souvent qu'autrement, qui a raison de s'inquiéter. Cette petite voix-là peut sauver des vies. Devenir un milieu de travail allié contre la violence conjugale, c'est pas aussi compliqué qu'on pense. Ça n'implique pas de devenir des intervenants, ni des détectives, mais juste d'offrir son soutien à une victime en installant un climat de confiance au bureau. Ça peut vouloir dire nommer une personne ressource, sensibiliser le personnel aux signes et aux conséquences de la violence conjugale, instaurer des mesures d'accommodement pour la victime, comme un changement de numéro de téléphone ou de courriel pour la protéger, et en lui offrant un horaire flexible pour lui permettre d'obtenir du soutien, en la référant aux ressources spécialisées, par exemple. Avec son projet Milieu de travail allié contre la violence conjugale, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales peut outiller votre milieu de travail dans l'adoption de mesures d'aide et de soutien aux femmes. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un.
Employeurs, employés et syndicats, embarquez donc. Alors, on peut se dire, au travers de cette vidéo, que c'est au Québec, en France, ça ne pourrait pas forcément s'appliquer. Aujourd'hui, on a quand même des textes de droit international et des articles du Code du travail sur la négociation en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, qui peut inclure des mesures de prévention et d'action contre les violences conjugales, contre la violence domestique, et loin de proposer des approches paternalistes ou maternalistes et de s'immiscer dans la vie privée des salariés. Vous voyez au travers de cet exemple qu'il existe des solutions qui soutiennent en fait le recul des violences conjugales. En France, vous avez des groupements de dirigeants qui se cotisent pour offrir des lieux de refuge, des maisons de répit, soit pour les personnes victimes de violences conjugales ou pour les aidants familiaux, de manière à ce qu'ils puissent faire des pauses aussi. Alors, on n'est pas sur le registre de la violence intrafamiliale, du coup, mais malgré tout, on peut avoir des dispositions qui sont plus en prise avec une responsabilité sociétale et environnementale et qui construisent la santé mentale au travail autant qu'en dehors. Une autre Euh, façon, oui, on il, peut peut-être avancer ce qu'il est. il en va de même aussi pour la prévention des conduites addictives. Voilà, donc on voit que la responsabilité de l'entreprise sur ces questions de santé mentale peut être vaste et que le champ est ouvert en tout cas. Euh, Peut-être pour résumer, afin de laisser quelques petites minutes pour d'éventuelles questions, ce qu'on peut se dire après toute cette heure et demie de webinaire sur la question de la santé mentale au travail, c'est que la santé mentale est avant tout une affaire collective et d'organisation du travail, que, elle se construit négativement et positivement aussi dans des environnements de travail stimulants, que les situations individuelles, même si c'est pas forcément lié au travail, doivent questionner l'organisation, et que les organisations doivent se questionner si elle n'a pas quelque chose à voir dans la situation problème qui a pu émerger, que la santé mentale ne se réduit pas à l'absence de pathologie, que d'un point de vue méthodologique, l'accélération de ces mutations, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui entrent, qui partent de l'entreprise, ça nous enjoint à repenser un petit peu le pilotage des actions de prévention, et peut-être compléter ce qui existe avec des démarches de prévention primaire plus agiles. Et que, comme on l'a vu sur la fin de ce webinaire, l'entreprise se doit aussi clarifier son rôle dans la cité, le rôle qu'elle souhaite jouer sur les violences intrafamiliales, et puis d'autres sphères de la vie des personnes au travail. Voilà pour résumer très rapidement les grandes intentions et les grands propos de ce webinaire. Je propose maintenant, s'il nous reste quelques petites minutes, qu'on puisse passer aux questions qui ont pu apparaître dans la zone de chat. Oui, alors il y a quelqu'un qui lève la main du coup. Alors ça a discuté un petit peu, donc il n'y avait pas forcément de questions. Il y avait une question notamment sur les ressources, les, mmh, pour aller plus loin sur le sujet santé mentale au travail et inégalité de genre. Est-ce qu'il y a des choses qui permettent d'aller plus loin sur ce sujet évoqué par Monsieur Vuatou, notamment? Oui, il y a le rapport au comité à l'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, et puis, il y a aussi le rapport de la commission parlementaire sur le sujet. Nous, de notre côté, on travaille également sur la question en lançant une étude sur la santé des femmes au travail, et qui va laisser la part belle, je pense, aussi aux enjeux de santé mentale. Donc, mais les ressources du côté, il y a des ressources du côté de l'ANACT également, mais le rapport du Haut Comité à l'égalité est très bien fait.
Ok, Et nous merci. avons pour la question, pour ma partie, je me permets, sur l'approche relationnelle, avec Clément Carne, nous avons écrit un article qui s'appelle Trois lectures du capital humain, concept ambigu, que vous pourrez trouver dans la revue Comptabilité, Contrôle, Audit, l'approche gestionnaire. Je crois qu'on a vu aussi dans les zones de chat un certain nombre d'échanges sur reconnaissance ou non comme maladie professionnelle des troubles liés à la santé. Bon, voilà, c'est un débat qui n'est pas éteint. On a une question aussi sur nos collègues des autres ARACT. Travaillent-ils avec ces approches ils peuvent. On peut en tout cas transférer nos ressources sans difficulté. Il y a une personne qui avait levé la main du coup, donc je sais pas si. Céline, je crois. Oui, Mais il faut mettre du coup. c'est moi qui peux démarrer ou réactiver le Alors, son. répondre à la question qui apparaît, des conseils ou des actions à destination des managers. Bah, on a vu que les managers étaient autant exposés et les actions qu'on vous a proposées s'appliquent autant à des populations de managers qu'à tout autre salarié. Se parler du travail, structurer des approches plus directes. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, toi, Ardo, pour cette population. Oui, sur le rôle des managers, vous avez peut-être vu dans les propositions de l'OMS le fait de former les managers à ces enjeux de santé mentale au travail. Euh, Nous, on a commencé à mener quelques investigations sur le sujet, notamment auprès de managers déjà formés sur ces questions de, et plus spécifiquement de premiers secours en santé mentale au travail. Le constat qu'on fait pour le moment, c'est que ces managers, bah, peut-être parce qu'ils sont sensibles à ces questions et peut-être parce qu'ils ont mis en place des actions en termes de qualité de vie au travail, d'autonomie des équipes, etc., n'ont pas encore eu à intervenir de manière urgente, en tout cas sur des difficultés en termes de santé mentale, justement parce qu'ils avaient fait un travail en amont sur des organisations de travail saines, pourrait-on dire. On était au Québec tout à l'heure, c'est un peu le terme qu'ils emploient parfois. Peut-être, je voudrais qu'on soutienne la santé mentale de nos collègues de travail, Arnaud. Donc, on les cite, toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce webinaire. Oui, Géraldine, responsable d'information communication, Hélène, Tessa, Natacha, Sarah ont toutes contribué à ces travaux. Donc, merci à vous toutes et tous. merci à tous. Merci. Et puis, bonne suite de semaine pour la qualité de vie et les conditions de travail. N'hésitez pas aussi à aller voir sur le site de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine et de l'ANACT. Vous trouverez un certain nombre de ressources sur le sujet. Merci à tous. Merci Bonne beaucoup. matinée. Merci.